bonjour à tous. Ne partez pas tous, hein, s'il vous plaît. Donc, je suis Xavier Perret, je travaille chez Orange. Je vais vous parler de Big Data. On va essayer d'être le plus concret possible et d'essayer de réchauffer cette salle un peu froide. Donc, c'est exactement. Donc, je vous demande d'accueillir Françoise Mercadal, qui est directrice des ressources et de l'innovation au groupe chez Société Générale. Bertrand Petit, qui est président chez InnoRecherche, qui est au fond. Bruno Teboul, qui est directeur d'innovation chez Kerus. Guy Jacmel, qui est auteur chez Kawa sur un certain nombre de livres et qui travaille au marketing chez Orange. Anand Mahurkar, Global Advisor Big Data chez Waynes. Et Arnaud Contival, qui arrive directeur général d'AID, administrateur du SNCD en charge du Big Data. Merci. Voilà. Je vais mettre au milieu du coup. Allez-y, please. Donc ça va être une session en plus mixte anglais-français, comme ça va tous vous égayer, tout simplement. Le sujet aujourd'hui, en fait, c'est comme Big Data est un sujet large, on ne souhaitait pas revenir sur ce que c'est que Big Data, plutôt sur insister sur finalement 2014, puisqu'il y avait une session l'année dernière au Web de Business, sur 2014, ce qui s'est passé et des projets qu'on a pu apercevoir sur Big Data et ce que ça implique pour un certain nombre de nos intervenants. Donc ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour et d'assez rapidement dire, et puis ensuite on sera dans la discussion, ce qui vous a marqué, avec éventuellement une illustration par un film de Big Data. On va commencer par vous, Guy Jacmel. Oui, bonjour à tous, très heureux d'être avec vous ici. Donc effectivement, comme l'a dit Xavier, on a écrit un livre qui s'appelle Big Data, le cinéma avait déjà tout imaginé. Donc on retrace au travers d'une dizaine de films tout ce qui nous arrive aujourd'hui. En fait, le cinéma, depuis une vingtaine d'années, nous l'avait déjà montré. Moi, il y a un chiffre qui m'a marqué là en 2014, c'est que 90% des données qui existent aujourd'hui ont moins de 2 ans. C'est-à-dire qu'on vit une accélération de la production de données qui est quelque chose d'incroyable. Et c'est vraiment moi, le point marquant. S'il fallait parler d'un film, c'est le film Matrix. Je crois que c'est un des premiers films qui a vraiment montré les données avec des milliers et des milliers de données vertes qui défilaient sur les écrans et qui a été l'économiseur d'écran le plus hype du début des années 2000. Florence, peut-être François, voilà. Autant pour moi, grande cinéphile. Il fait tellement froid qu'on a les neurones gelés. C'est la matinée. Il fait encore plus froid sur scène que dans la salle. Donc alors bon, Matrix, c'est indépassable pour moi. Alors donc tu me l'as piqué, donc je suis bien embêtée. Non mais je viens de lire une info sur Twitter très très intéressante. C'est Zuckerberg qui s'est fait piéger à son propre algo sur Facebook. Donc allez lire cette affaire. Donc c'est extrêmement intéressant. Moi je suis fascinée par les matheux, les mathématiciens et ces gens qui fabriquent ces algos qui déroulent des puissances extraordinaires. Voilà. Donc je reste sur Matrix. Faire passer. Merci Françoise. Donc bonjour à toutes et à tous, je suis Bruno Teboul. Alors si j'avais un choix de film à faire, ce serait plutôt Minority Report, film de 2002 avec Tom Cruise. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ça nous permet aujourd'hui de comprendre comment des sociétés comme Microsoft ou d'autres sont capables de développer des logiciels pour faire de l'analyse prédictive, préventive de la criminalité. Donc on est dans ce qui s'appelle en anglais, pour nos amis, Predictive Policing, avec mon accent. Et je trouve que ce film était effectivement très avant-gardiste en la matière, parce qu'aujourd'hui, des villes comme Los Angeles, par exemple, ont réussi à baisser leur taux de criminalité de 40%. Idem à Munich ou en Suisse, à Zurich notamment. Alors, ça peut être surprenant pour des Français, mais grâce à des systèmes embarqués de vidéosurveillance, grâce à de la reconnaissance faciale, tout ça couplé avec des analyses statistiques assez précises, on est capable de réduire le taux de criminalité. Donc, ce n'est pas inintéressant. Voilà. Bertrand. Oui, Bertrand Petit, InnoRecherche. Donc, on est un réseau de veille transverse sur les usages. Donc, on est sous forme d'association. On se focalise sur les usages parce que, comme on l'a vu, la techno, il y en a 10 fois trop. Ce qui fait l'innovation, c'est l'usage. Voilà. Donc, une fois par an, on publie notre synthèse chez Kawa. Alors, mon éditeur va être content, je n'ai pas oublié de l'apporter. Donc, allez lire ça. On fait de la vulgarisation, on parle à des DG qui ont 5 ans. Donc, 5 ans d'expérience digitale, ou à peine, avec un monde qui va très, très vite. Alors, pour question du film, moi, j'aime bien Truman Show. Vous vous rappelez de ce film où il est complètement observé 365 jours par an. Bon, nous, on y est, hein, c'est-à-dire que je crois à Londres, c'est 300 photos par jour. Vous êtes pris 300 fois en photo par jour. Paris, c'est un petit peu moins. Voilà. Alors, pour parler sécurité, c'est amusant pour rebondir. C'est un très bel article dans The Economist qui vous parle de toutes les arnaques en cybersécurité. Et
Donc il arrive à un chiffre de 1 trillion de dollars par an. Donc je vous fais le calcul, ça vous fait. Le PNB mondial, c'est 87 trillions de dollars. Donc vous voyez, c'est une taxe qu'on paye qui est de l'ordre de 1,5%. Mais finalement, le citoyen consommateur, il dit, finalement, ça ne me gêne pas trop parce que c'est embêtant quand je me fais arnaquer de 200 € pour récupérer mon PC parce qu'il a été encrypté. Mais finalement, je préfère ça que me faire braquer dans la rue avec un revolver sous la gorge pour donner mon portefeuille. Donc il y a cette composante-là de la criminalité qui s'est déplacée. Donc les policiers sont contents parce qu'ils montrent des chiffres qui sont nettement meilleurs. Mais il y a quand même une mafia sous-jacente, donc qui est plutôt dans les pays en stand là-bas, qui vient vous pomper 1,5% du PNB mondial, ce qui est pas mal. Anand, so you're the English speaker here. So what did you see in 2014? Can you explain? You're coming from Boston, right? Yes, good morning and thank you for having me on this panel, Xavier. And I think this is a proof of big data that it's a global. An American coming to Paris from Indian origin and talking about big data. So thank you for having me here. Talking about movies, I think James Bond movies all these decades have proven us how technology and data is used for various things, as the panel spoke about, crime rate reduction or video surveillance. But I think I would like to really present you a new idea which I personally like from Kevin Spacey's House of Cards. As you must be familiar, the House of Cards is a TV series on Netflix, and it's all driven by big data, not only showing in the movies, because Hollywood has done that very effectively, but House of Cards has used big data to move the entertainment industry into the next level. And we'll be talking through this panel on various examples, and I can then link back to Netflix and Kevin Spacey again. Thank you, Anand. Arnaud? Oui, Arnaud Contival, AID, bonjour. Alors AID, c'est une société française qui date de 40 ans, qui fait du traitement et de l'analyse de data. On est leader en Europe pour l'hébergement de grosses bases de données marketing. Donc on faisait déjà du big data avant l'heure. On héberge des bases de données dans le monde des télécoms, dans le monde de la grande distribution, dans le monde du jeu en ligne, etc. Avec 200 millions de clients hébergés dans les bases de données pour nos clients. On traite et on analyse ces data, on fait beaucoup de data mining. Et le big data pour nous, c'est déjà une activité depuis 3 ans, puisqu'on travaille de manière très profonde sur les algorithmes qui permettent de prédire les usages. On édite une solution SaaS qui permet effectivement de prédire quels sont les parcours clients sur l'ensemble des canaux interactifs et physiques. Donc pour moi, effectivement, le film, c'est plutôt Tron, puisque à l'origine, c'est le premier film qui a mêlé du digital et du physique. Et aujourd'hui, on le voit, en fait, ces mondes digitaux et physiques sont complètement interconnectés. On voit que la donnée digitale vient enrichir la donnée physique, la donnée de point de vente, par exemple, et que c'est que cette complémentarité qu'on arrive effectivement à faire du web to store ou rebondir d'un canal vers l'autre. Merci Arnaud. Je résume. Finalement, le digital dans le physique, la variété de données, des volumes des données, mais finalement, Big Data, c'est pas si nouveau que ça dans la façon de voir les choses. Qu'est-ce qui a changé finalement en 2014? C'est quoi les projets concrets de 2014 qu'on a pu voir apparaître qui dénotent finalement peut-être une certaine maturité dans certains projets industriels pour Big Data? Ouais. Donc nous, on regarde au sein de notre think tank Big Data, on essaie de voir vraiment les usages et qu'est-ce qui change. Dans le Big Data, donc vous le savez tous, il y a un buzz extraordinaire. Qui est normal, c'est du marketing, donc tout le monde fait du big data, mais on peut dire que finalement il y a 2 catégories. Il y a ce que les gens sont capables de faire aujourd'hui avec plus de données, mais les mêmes données, donc ça coûte 10 fois moins cher qu'avant, donc je commence à analyser mes tickets de caisse, je commence à faire des corrélations avec mes données internes, donc ça c'est un pan assez facile qu'on peut appréhender. Et puis il y a l'autre pan du big data qui est complètement nouveau, qui est de dire, maintenant les données qui m'intéressent sont à l'extérieur de l'entreprise. Donc 85% est à l'extérieur, 15% à l'intérieur. C'est complètement disparate. Et qu'est-ce que j'en fais? Donc les retours d'expérience très marquants dans une industrie, on l'a vu pour rester dans le cinéma. Donc il y a 2 ans, il racontait les majors. Je ne sais pas si vous savez, mais quand vous faites un film, vous êtes un major. Si vous avez un blockbuster, vous dépensez 100 millions en production, vous devez dépenser 100 millions en marketing derrière. Donc toute la question de la gestion des studios, c'est de dire... Quand est-ce que j'ai compris que mon film n'est pas un blockbuster et que j'enlève la pompe à marketing parce que c'est de l'argent foutu en l'air? Donc il y a 2 ans, ils commençaient à analyser sur Twitter uniquement les tweets sortis de salle et ils arrivaient à gagner 2 semaines par rapport à l'extrapolation de leur courbe de vente de tickets.
Et là, la semaine dernière, au CES, ils montraient que, vous savez, il y a 500 millions de tweets par jour. Donc 500 millions de tweets par jour, comme toutes les sociétés qui sont là sont des customer focus compagnies, ben, dans les 500 millions, il y a bien des tweets qui parlent de la banque, il y a bien des tweets qui parlent de tout, donc il faut arriver à les analyser. Mais on parle surtout des sujets d'actualité, et donc ils ont compris qu'ils arriveraient à créer le buzz avant la sortie du film. Donc aujourd'hui, un promoteur de film, il lance son film 365 jours avant, d'accord, avec des petites vidéos qui sont vues 16 millions de fois, 20 millions de fois. Et il nous montrait les courbes de hashtag des noms de ces films, et ils arrivent à prédire parfaitement, avant que le film soit sorti en salle, s'ils ont un blockbuster ou pas. Et pour eux, ça change complètement, et il dit qu'il y a une corrélation pratiquement parfaite. Et donc ils savent, même à la limite, ils peuvent décider de ne pas le sortir en salle. C'est peut-être ce qu'ils ont fait sur Interview, mais ça c'est un autre sujet. C'est possible. Alors, si moi je suis un industriel, finalement Big Data pour moi ça correspond à quoi? Je pensais à un exemple peut-être Guy sur la partie Orange sur Fluvision, qui est un exemple d'offre finalement pour les collectivités locales. Tout à fait. Donc le service Fluvision, donc c'est un service qui a été lancé en 2014. Hein, c'est un service qui s'appuie sur les millions de données du réseau mobile. Donc on a beaucoup parlé de protection de la vie privée. Donc ce qui est important de dire dès le départ, c'est que ces données ont été anonymisées, et ceci de façon irréversible, hein, donc en conformité avec les préconisations de la CNIL. Mais à partir du moment où on a ces millions de données sur des personnes qui se déplacent avec leur mobile, c'est des informations qui sont très très importantes pour des collectivités locales, mais aussi pour des organismes culturels, de loisirs ou même des centres commerciaux. Donc avec ces données, par exemple, aujourd'hui je crois que plus de 40 départements ont déjà adopté ce service Fluvision. On est capable de regarder le déplacement des personnes, donc d'identifier par exemple les bouchons, à quelle heure ils se forment, d'où viennent les gens qui créent ces bouchons, et donc de pouvoir prendre des mesures en termes d'aménagement du territoire, d'infrastructures, qui permettent justement de mieux comprendre ce monde qui nous entoure et comment utiliser ces données pour optimiser le transport. Un autre exemple, et j'en termine rapidement, pour les organismes culturels, vous organisez un grand festival de cinéma ou un festival de théâtre ou une autre organisation, vous avez la possibilité de savoir quelles sont les personnes qui sont résidentes dans le département où vous organisez cette manifestation, quelles sont les personnes qui sont en transit, c'est-à-dire des personnes en fait, qui vont d'un point A à un point B et qui profitent de cette opportunité pour s'arrêter dans ce lieu. Et puis au contraire, des personnes qui viennent d'autres départements, d'autres régions et même d'autres pays. Donc possibilité de donner à un certain nombre d'acteurs de la vie économique des informations importantes pour mieux comprendre les clients et les personnes qu'elles peuvent viser avec leur manifestation. Donc là, on est dans la visualisation du monde par les données, finalement l'analyse. Est-ce qu'on peut prédire des choses finalement? Est-ce qu'on peut même aller plus loin et finalement en déduire un certain nombre de choses? Bruno, peut-être sur la prédiction, qui est un vrai sujet. Est-ce qu'on commence à avoir des projets qui finalement vont essayer de prédire, voilà les tendances, voilà les choses? Est-ce qu'on va plus loin concrètement là-dessus? Alors on a mis en place un certain nombre de projets l'année dernière. Donc je représente le groupe Kérus, qui est un acteur historique de la collecte, du traitement, de l'analyse des données. Et donc en 2014, on a, pour le compte d'un grand retailer, mis en place un projet d'analyse prédictive qui est en fait à partir de l'analyse de 18 mois de consommation sur un échantillon en fait, de 2000 consommateurs qui possèdent une carte tout simplement de fidélité. Donc c'est un échantillon relativement faible, peu de données. On a été capable de mettre en place des modèles prédictifs qui nous permettent en fait de définir la consommation du 19e mois à 70%. Aujourd'hui en taux d'exactitude de prédiction. Ce qui est énorme. Voilà, plutôt sincèrement assez remarquable. Et ça, on ne le faisait pas avant. Alors, c'est-à-dire qu'on ne le faisait pas exactement comme ça en France, que ce soit dans le domaine du retail ou du retail banking. Il y avait déjà des modèles qui tournaient. On faisait de l'analyse prédictive. Mais là, on est sur l'analyse de plus en plus fine. C'est effectivement une première en France, puisqu'aujourd'hui on est capable, encore une fois, sur un simple échantillon d'arriver à un taux de prédiction même pas égalé encore, même aux États-Unis, puisqu'on se compare à des gens comme Netflix, Amazon, etc. Et donc aujourd'hui on est assez content de cette première pierre qu'on vient de poser pour pouvoir justement mettre en place un véritable projet industriel avec ce groupe demain. Donc vous serez évidemment les unes et les autres concernés parce que c'est un leader mondial qui va sans doute vous proposer votre shopping list par anticipation.
Voilà, du coup ça sert à quoi finalement pour le client? C'est-à-dire que l'usage client, c'est prédire sa shopping list à l'avance, c'est améliorer la supply chain, les stocks, c'est quoi? Alors évidemment, ça va servir à la fois aux distributeurs et aux consommateurs. Côté distributeur, ça va lui permettre d'optimiser effectivement toute la partie logistique, supply chain, mais également les négociations fournisseurs sur la partie marchandises. Donc ça reste évidemment très intéressé. Mais pour les consommateurs, ça peut être effectivement un service extrêmement pratique, puisqu'on peut imaginer des déclinaisons sur le mobile, sur les phablettes, où on va pouvoir considérer que la shopping list que vous avez déjà enregistrée va pouvoir être en fait une simple application de rebuying. Vous n'aurez plus qu'à appuyer sur un simple bouton pour passer votre commande et être livré. Donc c'est un peu l'état d'esprit. Vérifier si la shopping list est adaptée. Évidemment, voilà. C'est un peu l'état d'esprit. Non, mais plus sérieusement, on arrive vraiment aujourd'hui à faire des choses assez remarquables en matière de prédiction de consommation. Et dans un autre domaine, puisqu'on a travaillé pour un grand groupe de médias, dans l'univers de la télévision, on a mis en place également une analyse assez fine du bruit conversationnel sur le web et les réseaux sociaux qui a permis en fait de mieux comprendre les audiences télévisuelles. Au moment où les émissions et les programmes sont diffusés, on est capable donc d'analyser un flot de tweets en temps réel assez impressionnant. On fait de l'analyse sémantique, on est capable de comprendre ce qui se dit dans les conversations et on va, là encore, jusqu'à analyser ce que les, finalement, téléspectateurs pensent non seulement de l'émission, mais peuvent, on va dire, signifier comme type de préférence en matière de produits ou d'environnement ou de produits de consommation. Et donc on est capable de proposer à cette même chaîne, pourquoi pas, d'optimiser son plan média et d'aller voir ensuite des annonceurs pour leur dire, bah, voyez, pour tel type de programme, les audiences sont plutôt celles-là, elles pensent ceci, elles pensent cela, elles ont plutôt une appétence particulière pour tel univers de consommation qui correspond, monsieur, telle et telle marque, à votre univers voilà, de produits. On a parlé médias, on a parlé retail, banque. Françoise, c'est quoi Big Data? Du coup, en termes de projets concrets ou d'initiatives finalement, vous avez un certain nombre de clients? Oui. Nombreux? On en a 30 millions dans le monde. Voilà. Donc c'est intéressant. Mais je dirais plusieurs choses. D'abord, on a, comme tous les autres, évidemment, compris l'enjeu. Comme le disait Amélie d'AXA tout à l'heure, on a tout à fait conscience que c'est vital dans la façon dont ça va transformer profondément notre relation avec le client. Et en même temps, on s'interroge considérablement. Et en même temps, on fait preuve de beaucoup d'humilité. Alors, beaucoup d'humilité, parce que je parlais des ingénieurs et des PhD de Facebook tout à l'heure. Nous ne prétendons pas être encore, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait encore beaucoup de monde, à part quelques-uns en France qui le soient, à la hauteur de ces capacités analytiques et prédictives. Donc beaucoup d'humilité et puis beaucoup d'interrogations parce que la relation que nous avons avec le client, nous les banques, c'est avant tout cette relation de confiance, de sécurité. Et je pense que si on s'embarquait comme d'autres retailers ou comme les GAFA sur une relation totalement ouverte et sans limite sur l'analyse, voire la prédiction, on serait probablement dans une forme de hiatus en termes de sens sur cette relation. Donc on est vraiment extrêmement attentif à ça. Et du coup, on y va par étapes. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la banque, c'est juste une montagne, c'est une chaîne de montagnes, c'est un Himalaya de données. C'est-à-dire que la capture des données, enfin, grâce aux relations que vous avez avec votre banque tous les jours, elle est extraordinaire. On peut savoir effectivement tout ce que vous faites du matin au soir, si vous avez des amants, des maîtresses, des enfants, si vous êtes à l'étranger. Non mais voilà. D'où des choses un peu sensibles quand même. D'où des choses quand même. Capter des moments de vie importants. Voilà, ça c'est bien dit. On capte des moments de vie assez importants. Donc ces données, on les a en interne. Et je dirais que notre premier enjeu, mais comme toutes les grandes entreprises finalement, c'est déjà d'essayer de faire quelque chose de nos données internes, y compris nos données structurées internes, qui, contrairement à ce qu'on pense, ne sont pas extraordinairement bien rangées. Donc il y a déjà une première idée, et on n'y est pas franchement, et je rentre un peu dans la technique, mais aller créer des data lakes internes, des puits de données, des réservoirs à données, simplement avec celles qu'on détient déjà, d'accord ? Et les ouvrir à l'intérieur de l'entreprise et permettre à chacun de nos collaborateurs d'essayer d'être créatifs et innovants à partir de ces simples données-là, c'est déjà une première étape. Il y a une deuxième étape, c'est ce que vous nous décrivez, c'est-à-dire à partir des empreintes sur les réseaux, qu'est-ce qu'on peut
qu'est-ce qu'on peut acquérir comme nouvelle information sur notre client et comment on peut aller vers lui différemment. Et pour ça, on a besoin d'autres partenaires. Alors, on est allé essayer de comprendre comment travaille Facebook. Moi, je préfère aller travailler avec des startups. On a un partenariat qui démarre avec une petite start-up californienne qui s'appelle IRC Social et qui justement nous permet d'analyser la trace de nos clients sur Internet et de renvoyer au conseiller clientèle lui-même. Donc, il revient quelque chose de très personnalisé, ces informations, qui va permettre au conseiller, lui, d'aller dire à son client, tiens, c'est votre anniversaire aujourd'hui, tiens, est-ce que vous n'auriez pas besoin de machin. Bon, je dirais que ça, c'est du classique. Et puis la troisième étape, c'est, mais nous sommes un Himalaya de données, il y a d'autres compagnies dans ce pays qui possèdent une série de données considérables sur les consommateurs. Orange fait partie évidemment de ces compagnies. Est-ce qu'il y aurait moyen de créer des data lakes inter-entreprises, j'en sais rien, moi, français, européens, qui permettraient d'offrir à nos consommateurs d'autres choses. Et là, on a nous 2 expérimentations. On en a une avec la FING, qui est la Fondation Internet Nouvelle Génération, présidée par M. Kaplan. Et on a créé cette plateforme sur laquelle on partage avec quelques autres entreprises, dont AXA, dont les Mousquetaires notamment, un certain nombre de données. Tout ça est fait avec totale autorisation et dans une totale transparence, évidemment, avec les quelques consommateurs qui ont bien voulu y participer. Et il y a déjà 17 apps qui ont été fabriquées à partir de cette plateforme. Et puis on a notre expérience DataVenue, c'est vous qui êtes venu nous voir, Orange, en nous disant, mais nous, on a la techno sur les objets connectés. Je cite les paroles de Luc Breton qui était venu à l'époque me voir. Mais on s'est fait damer le pion par les Américains sur le big data, c'était ces mots. Sur les objets connectés, il ne faut pas les laisser faire. Donc inventons quelque chose entre nous. Et donc c'est cette plateforme DataVenue qui est totalement expérimentale, sur laquelle il y a des infos en provenance d'objets connectés, des infos que mettent à disposition un certain nombre de compagnies, et même principe, ouverture, API. Et puis on va voir ce que ça va devenir. Le propre de l'innovation, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a au bout. C'est qu'on ne sait pas, exactement. C'est bien, je parlais aussi bien de DataVenue que ce que j'en aurais fait, ou que Guillaume aurait fait. Exactement. Peut-être Arnaud, quelques mots. C'est quoi les types de projets? On a l'impression, Bertrand le micro, on a l'impression que les projets étaient beaucoup historiquement de ce qu'on appelait Big Data, l'analyse des influences sur les réseaux sociaux pour enrichir effectivement le profil client. Et qui aussi, on commence à voir apparaître d'autres types de projets Big Data sur les informations internes de l'entreprise, les capteurs, les sensors, peut-être d'autres choses. Qu'est-ce que vous voyez de votre côté? Alors effectivement, depuis 2 ans, on voit une évolution massive des projets. On a réalisé au SNCD, donc le syndicat national de la communication directe, dont je suis administrateur, qui représente la profession auprès des pouvoirs publics, notamment sur les données personnelles. On a vu que ces projets étaient beaucoup plus matures. Donc depuis 2 ans, on voit environ 50% des entreprises qui sont présentes dans la salle qui ont fait une expérimentation autour du Big Data avec une logique de test and learn. C'est-à-dire qu'on commence à regarder, on prend des morceaux de technologie, on parlait de Data Lake tout à l'heure. D'autres sont plus matures, d'autres ont commencé résolument à transformer leur système d'information pour aller vers le Big Data, dans une logique d'économie, puisqu'on sait qu'il y a une économie très forte à utiliser ces technologies, mais surtout dans une logique, et on l'a dit tout à l'heure avec vente privée, dans une logique de rupture en termes d'usage. On a un de nos clients qui est dans le nord de la France, qui est un retailer, qui a réorganisé sa société autour de l'expérience client. Le DSI est maintenant directeur de l'expérience client et le e-commerce lui est rattaché. On traite l'ensemble des bases de données de ce groupe qui est dédié à la mobilité en Europe, donc on a une 15aine de bases de données. On a créé un référentiel client unique, donc c'est la vision des clients 360 sur l'ensemble des marques, de manière anonymisée, j'entends. Et ensuite, on travaille en mode SaaS pour prédire les interactions des clients. Donc on collecte en fait l'ensemble des interactions clients sur l'ensemble des canaux, le digital, le physique. On va horodater toutes ces informations. Et on va être capable de fournir des outils graphiques
aux utilisateurs, aux marketeurs, pour leur permettre de visualiser les parcours clients et les motifs de parcours. Et bien sûr, sur la base de ce qui a été constaté sur les clients et les motifs qui ont, par exemple, sont allés dans le point de vente, puis sont allés sur le web, puis ont utilisé l'application mobile, puis ont tweeté un tweet négatif parce que leur expérience était négative, on va collecter ces parcours, on va détecter les parcours types, et ensuite on va conseiller le client sur l'utilisation de ces parcours pour essayer d'abord de transformer l'expérience client, ce qui est le plus important, et de passer, on va dire, du temps du produit, où dans les banques on est plutôt dans le temps du produit, on va pousser le PEL, l'assurance vie, etc. par le canal approprié. Là on va écouter le client, on va écouter le canal qu'il a envie d'adopter vis-à-vis de l'enseigne, et on va lui faire l'offre sur ce canal approprié. Alors écoute client, relation client, je vais rebondir peut-être sur ce que Françoise disait au préalable sur Data Avenue, le côté un peu américain versus Europe. Anand, do you see differences between Europe and the US in terms of types of projects in big data? Do Europeans see it in a different way? Do Americans just do whatever they want? Yes and no, because we have our local team here in Paris, and we are working on many customer projects. A lot of things happening in US definitely are at the first time it happens in US and then gets adopted in the other countries. But we are noticing that even in France, most of the customers really need what American companies are developing or using it. So for example, we all spoke about how the external data is being used, and so what we do at YNS is we launched a new concept called digital body language. You can notice in this room itself, almost more than 60% of the people, they are attending the conference and producing data as well. You can see everybody's on their handheld device or computers, typing, writing. So what happens is that the digital body language of knowing your customers from the digital activities they do is a concept we launched in America 3 years ago. And it is adopted very rapidly, but when we presented it to the French customers, they really want this, because I can now predict the behavior of the customer from the data or the digital activities they are doing online, whether it is in email or Facebook or Twitter. But the second thing, which is in America, which is yet to come to France, is really the Internet of Things. Now, again, it started coming in, it may be about 6 to 9 months of delay, but like, for example, at my home, the way I operate is, for example, I live in Boston, and if I have a meeting at 10 o'clock in New York, and I put in my Google Calendar that I have a meeting at 10 o'clock, what happens is that my alarm automatically calculates the distance between Boston and New York, and for me to be there at 10 o'clock, I need to get up at 3 a.m. And my alarm, which is connected to my iPhone, gets off at 3 a.m. And so on. I can go on. My coffee machine starts at 3:15, my car to get warmed up starts at 3:30, my shower starts. So this Internet of Things, which is really producing the data, which is really started fast in America. So the companies like Dropcam, I'm not sure how many of you know, but you should go and Google Dropcam, which is the Nest company, which was presented in the earlier panel discussion also. So it's a thermostat, but the Dropcam is an internet-based camera just for $200. With $200, you can watch the video stream on your iPhone or iPad or computer anywhere in the world. Now, there are many applications. Like, for example, I use that Dropcam to monitor my dog at home. Okay, but if you take it to business, it can be immense applications, and that Internet of Things, which is really happening fast in America, is definitely coming to France. So there is a time delay, but I don't believe that anywhere French or Europeans are behind the scene. Ouais. Peut-être pour compléter sur cette différence culturelle, elle est fondamentale, et elle est dans notre ADN et dans notre constitution. Donc aux États-Unis, l'Internet est considéré comme un média et c'est protégé par le premier amendement, ça ne se régule pas. En France, l'Internet est un média, donc ça se régule. Okay, donc vous partez de ces deux positions pratiquement irréconciliables et vous avez tout le débat. Alors il y a une petite quelque chose qui est intéressante, c'est que tous les grands acteurs du net sont des boîtes qui veulent être globales, internationales, et donc finalement, ils viennent se faire tirer les oreilles à Paris ou à Bruxelles pour essayer de comprendre ce qu'il faudrait faire pour que leurs produits puissent répondre aux attentes des régulateurs des deux côtés de l'Atlantique. Mais ce qui est le plus intéressant quand on regarde aux États-Unis, encore une fois, c'est l'usage. Parce que même si les boîtes aux États-Unis ont le droit de tout faire, pratiquement avec vos data, il y a des usages sur lesquels ils font très attention, parce qu'ils savent que les retours de flamme et les retours de bâton peuvent être très violents. Notamment, c'est le fameux opt-out.
C'est-à-dire, tu m'as déçu, toi la marque, toi mon tiers de confiance, c'est fini. Et les jeunes sont beaucoup plus sévères que nous, et ils n'hésitent pas un tel instant. Donc, je vais détruire 10 ans de relation avec Amazon parce que Amazon m'a fait un push malvenu. Et je détruis ça. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, quand on regarde les usages, donc les Américains se sont méfiés, ils se sont dit, bon, on met des cookies partout, et finalement, il faut quand même être un peu propre sur soi. Et ils ont lancé un truc qui s'appelle eTrust. Donc vous verrez sur des sites, vous avez un petit truc en vert, ça s'appelle eTrust. Grosso modo, vous cliquez dessus, et ils collectent toujours les cookies, mais ils n'ont pas le droit de s'en servir. C'est ça que ça veut dire. Et la statistique, elle est assez déprimante, c'est 0,00015% cliquent sur eTrust. Okay ? Donc, pour être parfaitement clair, dans le débat sur la sécurité de l'information, aux États-Unis, il a été traité assez vite. Vous avez suivi toutes les histoires de la NSA, donc c'est monté dans les médias. Et un jour, Barack Obama est monté sur scène, il a dit « Mes chers concitoyens, vous avez le choix entre deux choses, soit le terrorisme, le marathon de Boston, soit les grandes oreilles. » Donc les Américains disent « Ok, j'ai compris, on n'a pas le choix, mais au moins que ça me serve à moins citoyens consommateurs. » Donc allez-y les gars, utilisez ma donnée, mais utilisez-la bien, sinon opt-out, je m'en vais. Voilà où ça en est à peu près le débat. Et alors dans les réflexions, finalement, parce qu'on parle beaucoup de données, effectivement, la donnée est-elle propriétaire du client? À qui appartiennent les données? Finalement, est-ce que ce n'est pas la question de son usage qui est finalement majeure dans la réinvention du service? Peut-être Bruno, la question de l'algorithme derrière, de l'algorithmique, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Alors d'abord, concernant les données, je rejoins effectivement la réflexion de Françoise autour de la partie VRM, pour ceux qui ignorent encore les projets qui ont été engagés. Quelques projets de VRM, qui ont été engagés de l'autre côté de la Manche et maintenant en France, grâce à des groupes comme Société Générale et autres. Donc effectivement, on est plutôt dans une approche où on a envie, les industriels ont envie de partager des données avec le commun accord évidemment des consommateurs. Non, juste pour rappeler quand même, le VRM, c'est redonner la main aux clients pour qu'ils puissent avoir la maîtrise de ces données ou de l'usage de ces données. Vendor Relationship Management. Vendor Relationship Management, pardonnez-moi. Et donc, on pourrait même pousser la réflexion un petit peu plus loin et se demander, mais alors je sais qu'évidemment, la ministre viendra peut-être pour vous en parler, on pourrait même imaginer que la data, la donnée pourrait revêtir finalement un droit quasiment patrimonial. C'est-à-dire qu'on pourrait, aujourd'hui, la donnée n'a pas ce caractère sur un plan juridique et on pourrait imaginer que chacun d'entre nous, nous puissions devenir maîtres et possesseurs complètement de nos données pour pouvoir soit les céder, soit en tout cas en disposer librement. Donc c'est une vraie question. Sur la propriété des algorithmes, ça c'est encore un autre sujet. Quand on développe, nous, des packages d'algorithmes ou des combinatoires algorithmiques, ça devient effectivement soit la propriété de celui qui les développe, soit la propriété du client pour lequel on les développe, bien que les algorithmes sur lesquels reposent ces combinatoires sont bien souvent des algorithmes que vous pouvez vous-même utiliser, qui sont en open source, qui font partie de bibliothèques ou de librairies open source. Tout ce qui est machine learning. Tout à fait accessible en mode donc auto-apprenant, machine learning, et donc charge à tout à chacun d'être capable finalement de manipuler ces suites de symboles mathématiques, de les implémenter dans un langage et de pouvoir effectivement se les approprier. Donc la propriété est, on le voit encore une fois, un terme qui n'est pas forcément le bon lorsque l'on parle à la fois d'algorithmique et en même temps de données au sens données personnelles. Voilà. C'est un vrai sujet. Je vais laisser la parole à mes petits camarades. Mais du coup, un peu pour aller un petit peu plus loin encore là-dedans, c'est un sujet de relation client à la fin. C'est-à-dire pour des grandes entreprises, dans la réinvention du service, c'est comment on assure finalement une expérience client qui correspond aux attentes du client. Et là, il y a encore des différences culturelles, à mon avis, entre finalement les Américains et l'Europe. Est-ce qu'on voit des initiatives? On a vu beaucoup d'industries qui ont été perturbées par des entreprises en rupture qui utilisent finalement le big data, Uber dans les VTC. Est-ce que c'est quelque chose qui est aussi un questionnement, par exemple à la Société Générale, ou c'est le cas chez Orange évidemment, est-ce qu'on va au-delà en se posant la question du finalement, ce qui est un peu la démarche de l'avenue, comment on va proposer des nouveaux services parce que finalement on connaît mieux le client et qu'il l'accepte et qu'il a envie de ça. Je crois que la compréhension de l'évolution de la relation du consommateur à n'importe quelle entreprise de service à l'ère digitale, c'est bien ça. C'est-à-dire que c'est tout le sujet de la relation qui ne passe pas uniquement par le produit. On a tous des produits à vendre
Et on sait très bien que ça ne suffit plus. Et qu'il faut réussir à créer une forme de relations particulières, de relations privilégiées, d'écosystèmes, de famille, de communauté, avec le client qui va lui donner envie de venir chez vous et de rester chez vous. C'est tout ça l'enjeu. Et la première entreprise qui aura réussi en France ou en Europe à créer cette relation qu'un Apple, par exemple, a magistralement réussi à créer. Exécuter, oui, en l'occurrence. Et à exécuter, sans être, comme le disent toutes les gazettes, extrêmement innovant. Hein, son innovation est dans cette capacité à créer ce lien et cette relation d'appartenance, finalement. Hein. Ben, cette entreprise-là aura gagné. Or, nous, les vieilles entreprises européennes, voilà, on a du vieux monde, 150 ans, Société Générale, on est dans une relation d'excellence du produit. Et je ne pense pas me tromper en disant que vous, chez Orange, c'est pareil. On a des ingénieurs extraordinaires qui savent fabriquer des produits, mais qui savent très peu écouter finalement le besoin du client. Bon. Et il est là notre enjeu. Hein. C'est ce retournement de toute la relation. Et je dirais même, alors moi je suis responsable des ressources technologiques à l'intérieur de l'entreprise, des DSI. C'est pas qu'un sujet des fronts avec les clients hein, dans nos énormes entreprises. Hein, nous, on est 165 000 collaborateurs. C'est aussi un sujet de toute la chaîne de valeur. Donc c'est un sujet managérial qui est d'une complexité et à la fois d'un extrêmement passionnant et enthousiasmant, de voir comment on va retourner vraiment cette relation, être à l'écoute et donc avoir l'idée de fabriquer le service qui va être utilisé et non pas avoir son idée a priori en disant et en mettant derrière des forces de marketing, de push, de pub, etc. pour forcer la veuve de Carpentras à aller acheter le produit qui me va bien à moi. Parce que le client a changé aussi. Parce que le client, il a complètement changé. Il est digital par essence. Mais ça, c'est l'ère digitale. Il a, comme dit Michel Serres, et certains d'entre vous savent que c'est mon inspirateur préféré, il a la connaissance du monde au bout de la main. Il a la connaissance du monde au bout de la main, donc ça ne sert plus à rien d'être dans l'opacité, dans la prétention, dans l'affichage ou la question de principe. De toute façon, il va savoir, en l'espace d'une nanoseconde, comparer ce que vous faites, ce que font les autres, comment vous l'avez contacté, etc. etc. C'est une vraie remise en question. Hein. Non, ce qui change aussi, ce qui est dramatique dans le monde digital, c'est le thème « Innovation come from the fringe ». C'est jamais un acteur de l'écosystème qui met un pavé dans la mare, c'est toujours quelqu'un qui vient de la bordure. Et vos concurrents, ils ne sont pas dans les écosystèmes que vous connaissez, ils viennent de la bordure. Je vous en donne un tout simple que vous pouvez vivre aujourd'hui. Evernote, donc c'est une petite application, on prend ses notes, etc. C'est gratuit. Puis il vous dit, freemium, tiens, photographie toutes tes notes d'électricité. Et puis petit à petit, il dit, tiens, voilà ta courbe de consommation d'électricité. Premièrement, je vois que tu as une dérive sur les kilowattheures, donc tu as peut-être un petit problème chez toi, je vais envoyer un électricien. Et deuxièmement, ton tarif n'est pas génial, laisse-moi le renégocier pour toi. Donc c'est toute la problématique du tiers de confiance. À qui je donne mes données numériques, pour quoi faire? Et donc la grosse problématique qu'on entend Orange et Société Générale, c'est de dire que nous, on a une banque de 150 ans, on fait vachement attention, la réglementation, etc. Puis il y en a d'autres qui disent, non, moi j'ai pas besoin de faire très attention, moi je vais essayer des trucs et je vais y aller. Et c'est le citoyen finalement qui va décider où est-ce qu'il va placer sa confiance. Donc il y a cet enjeu en disant, OK, les lois, la confiance, mais OK, de l'autre côté, ça va vite. Et ça bascule très vite. Et les barrières pour entrer dans le monde digital, elles ne sont pas énormes. OK ? Donc c'est ça le jeu qu'on est en train de vivre sous nos yeux, c'est ça qui est passionnant. Donc il faut absolument, par exemple, vous avez vu émerger au cours des discussions tout le concept d'écosystème. Mais ça y va très prudemment, et à mon avis, beaucoup trop prudemment. En disant, moi, AXA, je travaille un peu avec Orange, puis j'ai mis une petite start-up, mais moi, citoyen consommateur en bout de chaîne, je ne vois pas d'offres très attractives. Moi, j'aimerais beaucoup avoir un Zappos de la finance, d'accord ? Delivering happiness dans ma gestion quotidienne de la finance. Ma banque connaît 80% de mes informations administratives, pourquoi elle ne me demande pas les 20% restants pour gérer tout mon back-office, ou ce qu'on appelle dans le langage de la banque, mon family office, même si je ne suis pas millionnaire. Et ça, potentiellement, ils peuvent l'offrir, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de réglementations. En France, on l'a vu avec la CNIL, etc. On est hyper contraint, mais je vous promets que Evernote et les autres, ils ne se posent pas ce genre de questions. Quand on commence plus petit, je suppose que c'est plus facile. Quand on a une série de processus et d'organisations, je pense que c'est un peu plus compliqué de redesigner, du coup, que c'est du change management.
Anand et Arnaud, peut-être quelques mots. Anand, first maybe. I think there was an example on Starbucks in India that was interesting in terms of reinventing the way the retailer. Can you elaborate a little on that? Yeah, so one of the biggest challenge for many businesses who are going global is the localization for each country and each location, because the same brand, like for example, we are working with a very large fashion brand in France. They are a French company, but they are a global company because they have stores in London and New York and Mumbai. So what is happening is with the big data, you can localize now and predict your customer behavior and what they want. So with this coffee company where we started thinking that how can you sell a coffee in a country where coffee is not a drink? It's a tropical country with the highest temperatures where you want to bring in the tradition of drinking coffee. So we started mining the data on social media and publicly available data sources and started understanding that is coffee drinking a requirement or is a trend? And we found very interesting that coffee drinking is more a global trend than a requirement, because there are many people who are traveling globally, and if I get addicted to drink coffee in a coffee shop in America, when I go back to my own country, I look forward for that coffee shop because it's a trend. It's a cool thing to do. And we are now giving the customer the insight and that digital body language which I spoke to work with those countries or localizations and provide services. One interesting trend for the 2015 which is coming in is really the cognitive computing. I'm not sure how many of you heard about in the big data is how you can talk to a machine in natural language. So again, the same fashion brand in Paris, we are working with them where customers like we all in this room can talk to our phone and say, what should I wear today? And it's very interesting because you don't need to type, you don't need to text, or you don't need to go to a fashion consultant to ask what you're doing. Because if you really go on the web, there are billions of pages, not millions, on fashion, the magazines which produce the content. So when you aggregate that content and give machine an ability to read and answer those questions to you, that trend is very interesting, where you can now talk to a machine and get consultation or expert advice which you would have not got any time. Je voudrais ajouter qu'effectivement, il y a une philosophie qui nous vient des US qui s'appelle le Big Data. Donc, on essaie de l'expliquer, on essaie de l'évangéliser. Et maintenant, on est dans le proof of concept et puis même dans des applications grandeur nature, avec une philosophie qui est qu'il faut tout collecter et puis ensuite, on analysera. Et la philosophie de la CNIL, c'est de prendre uniquement la data qui est nécessaire et suffisante à des fins de traitement. Donc déjà, on voit qu'on est dans un monde deux mondes qui s'opposent. Et ce qui est sûr, c'est que les clients qui nous confient leur capital data à étudier et analyser, dans la banque, dans le retail, dans les télécoms, ce sont des gens qui pensent que c'est l'expérience client qui est au centre des futures applications. Donc on l'a déjà dit, c'est vraiment les applications phares qui sont dictées par le digital dans un monde qui n'est pas que digital, qui est mix le physique et le digital, qui fait que le client en fait a le choix. Il a le choix d'aller sur son mobile, il a le choix d'aller sur sa tablette, il a le choix de regarder sa télé, mais il a le choix aussi d'appeler un conseiller ou de travailler physiquement en face de lui. C'est en fait l'expérience client et la collecte et l'analyse de cette expérience qui va permettre de mieux cibler et de mieux proposer, avoir la bonne proposition de service aux clients. Et on sait aujourd'hui que le digital continue à gagner les parts de marché sur le monde physique, mais il ne représente encore que 7 ou 8% et 92% de ce qui est vendu est encore vendu dans le monde physique. Donc c'est ceux qui vont surperformer dans le futur, ce sont ceux qui vont bien exploiter à la fois la data qui vient du monde physique, du point de vente, c'est-à-dire un opérateur télécom qui collecte par exemple le fait que je suis intéressé par l'iPhone, mais le lendemain le client il va aller dans le monde digital, il va regarder l'offre 4G qui lui est promise. Et il y a un grand risque qu'il appelle le call center parce qu'il va se perdre dans le maquis tarifaire de l'opérateur, mais pas vous évidemment. Donc là en l'occurrence, il y a une énorme économie à travailler sur le prédictif et c'est les solutions Big Data, c'est là où le marketing en fait travaille le plus sur les solutions Big Data aujourd'hui.
D'accord, donc user experience, effectivement prédictif, et puis demain, intelligence artificielle finalement. C'est-à-dire que l'année prochaine, on va se renommer ce panel Big Data et intelligence artificielle peut-être, et d'avoir d'autres exemples qui vont vers beaucoup plus loin dans la façon de l'autoprédictive, je pense, là-dessus. Voilà, je vous remercie beaucoup du panel. Si vous pouvez remercier les invités, et puis je cède la place au panel suivant. Merci beaucoup.